Bienvenue dans les pastilles, on n'est pas filmé, Summer Luxe. Nous revenons chaque semaine sur un film qui sera diffusé le vendredi au Luxe et cette semaine, nous parlons de Last Night in Soho. On vous emmène à Londres, mais pas celui des cartes postales, un Londres vibrant, nocturne, saturé de néon, qui vous attire autant qu'il vous inquiète. Le film c'est Last Night in Soho qui est signé Edgar Wright. Alors oui, Edgar Wright, on le connaît pour ses comédies à l'anglaise survitaminées, comme Shaun of the Dead, Hot Fuzz ou encore Baby Driver, un cinéaste qu'on associe souvent à l'humour, à l'énergie pop et au montage ultra rythmé. Mais ici, il change de registre, il garde le style, la musique, le sens du détail visuel, mais il plonge dans un autre univers, celui du thriller psychologique, du rêve fiévreux, presque du cauchemar. On y suit Héloïse, une jeune étudiante en stylisme, un peu timide, passionnée par les années 60. Quand elle emménage à Soho, elle commence à faire des rêves étranges, où elle devient Sandy, une chanteuse ambitieuse dans le swinging London des 60s. Sauf que très vite, ses rêves prennent une tournure plus sombre, plus troublante, et les frontières entre fantasme et réalité, entre passé et présent, se brouillent. Last Night in Soho, c'est un film stylisé, hypnotique, porté par un duo d'actrices remarquables, Thomasine McKenzie et Anya Taylor-Joy. Et c'est aussi un voyage sensoriel avec une bande-son incroyable, des jeux de miroir saisissants et une vraie tension qui monte crescendo. Un film hanté par la mémoire, des lieux par les espoirs brisés et par ce film qui, par la nostalgie, peut parfois marquer. Un vrai film de cinéma à la fois fascinant, élégant et un peu inquiétant, à découvrir ou redécouvrir sur grand écran, là où il prend toute sa dimension. Tu voulais nous parler déjà, Joshua, de ta perception de ce film que tu avais découvert au Cinéma Luxe. Et effectivement, pendant un LPS où on était les seuls à le diffuser dans le coin, le Cinéma Luxe, et c'est un film que j'attendais énormément parce que j'adore le cinéma d'Edgar Wright. Et ce que je fais quand j'attends des films, je ne regarde pas les bandes annonces. Je ne savais pas de quoi le film allait parler. On savait que c'était peut-être un film d'horreur parce qu'ils ne savaient pas du tout comment vendre le film à l'époque. Et du coup, je me suis pris une claque. Esthétiquement, on sent qu'il passe. C'est encore un film de transition. On y revient encore. 4e film d'affilée, je crois, dans nos pastilles où on parle de ça. Où Edgar Wright quitte totalement la comédie. On reconnaît quand même des fois son style très punchy. Mais là, il passe à un autre style, une maestria technique. Notamment une scène de danse complètement folle sur 2 timelines avec les deux actrices qui changent. C'était vraiment une démonstration technique. Et qui n'a pas été fait par les effets spéciaux, qui Exactement. ont été réellement... Bon, il y a toujours un peu de trucage, mais on va dire que c'est vraiment du practical. Enfin, c'est vraiment sur le plateau que ça s'est fait. Il y avait vraiment des transitions entre les deux actrices. Le making-of est vraiment super. Et là-dessus, mais c'est vrai que c'est un film qui est très perturbant, qui avait aussi pas mal divisé à la sortie, parce que les gens attendaient du Edgar Wright, donc notamment peut-être s'attendaient plus à du Scott Pilgrim, du coup quelque chose de plus léger et de plus, on va dire, visuellement, où ça pète un peu plus de partout, que là c'est vrai que c'est beaucoup plus sombre, mais ce que j'aime beaucoup c'est son côté très anglais. Et ça c'est vrai que c'est un charme fou, où dans les films d'horreur ou même dans les films à haut budget, c'est vrai que c'est toujours très américain. Là le film est fier d'être britannique, et c'est vrai qu'il y a ce charme des 60s britannique, même si c'est un couteau à double tranchant, qui est super. Notamment il ramène l'actrice, j'ai oublié son nom, de Chapeau melon et bottes de cuir. C'était une belle surprise, surtout si vous ne l'avez pas vu. C'est un film qui ne repose pas souvent en salle, et c'est fait pour le cinéma. Vous allez vous en prendre plein la vue. Ne lisez pas de quoi ça parle le film, soyez surpris, vous serez pas déçus. Lazare, tu voulais nous parler aussi d'Edgar Wright, puisque c'est quand même un réalisateur anglais qui a une filmographie assez marquante. Ouais, non, effectivement, moi c'est peut-être un de mes réals préférés. Je pense qu'en fait c'est un réal qui a la sympathie de beaucoup de gens. Tout particulièrement parce que la trilogie Cornetto, il a vraiment donc avec Le Dernier Pub avant la fin du monde, avant Shaun of the Dead et Hot Fuzz, il y a vraiment ce côté film de copains. On retrouve toujours la même bande d'acteurs, et puis voilà, on a un peu l'impression que c'est des films de récréation. Et en fait, il va y avoir effectivement à un moment donné une rupture. Donc il y a quand même Scott Pilgrim, son film un peu foufou, où là il lâche complètement les chevaux, où il s'amuse complètement avec le montage. On parlait de transition, mais effectivement c'est le spécialiste pour faire des transitions dans le mouvement, dans tous les sens. Enfin, il a peut-être fait tous les effets de transition possibles par le cinéma. Enfin, on verra en tout cas ce que ça donne avec son prochain film Running Man. Mais bref, on sent que quand il a pris un autre tournant avec Baby Driver, quand il passe outre-Atlantique, là où, et je pense que peut-être que vous le partagez autour de la salle, on a vraiment l'impression de voir le travail d'un autre réalisateur presque. Tellement là, le ton il est déjà un peu plus sérieux. On retrouve quand même
des gimmicks de montage, un amour quand même pour la musique. Le Baby Driver, c'est un peu le kiff de se dire allez, on va faire un film entièrement rythmé sur la musique et ça marche trop bien. Mais voilà, il y a quand même l'impression qu'il change complètement de registre. Et Last Night in Soho, il revient donc en Grande-Bretagne. Mais il revient pas finalement à ce qu'il y avait dans la trilogie Cornetto. Il revient avec un film où il garde quand même quelque chose de plutôt assez sophistiqué, je trouve, plus classe que et puis plus léché visuellement. Tu l'as dit, Joshua, mais il y a vraiment le côté claque. Hein, sur certaines images, ça décroche plutôt la mâchoire. Et puis voilà, donc on a vraiment le sentiment d'une transition, d'un passage de relais. Et puis moi je crois que ce qui m'a beaucoup plu, c'est quand même le personnage de Matt Smith. Je trouve que Matt Smith, il négocie super bien son poste Doctor Who avec un antagoniste qui marche carrément, qui a au début qui a vraiment un charisme de fou, puis qui devient très vite glaçant. C'est très on sent vraiment un film qui est maîtrisé et qui, je trouve, ouvre sur une deuxième partie de filmographie d'Edgar Wright qui peut être très intéressante. On a vu que la bande-annonce de Running Man était... je ne sais pas si vous l'avez vu de votre côté. J'imagine peut-être que vous êtes préservé. J'ai pas tout vu. Mais en tout cas, voilà, ça rend vraiment curieux de ce qu'il va faire par la suite. Ce qui est curieux, justement, c'est que The Running Man, on voit qu'il revient un petit peu entre guillemets à des origines, puisqu'on sent déjà le montage ultra rythmé. On sent peut-être un entre-deux entre du Baby Driver et ce côté un peu hommage aux jeux vidéo qui serait un peu comme dans Scott Pilgrim, qui avait un peu dans le fond, entre guillemets, dans ses effets. Ouais, c'est vrai que ça a l'air un peu foufou et de partir dans tous les sens. La bande-annonce m'a fait plutôt rire. Donc j'espère qu'il va rester donc quand même dans une veine où il garde un ton un peu léger. Oui, Joshua. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, non, mais moi je suis, enfin, sur le ton, c'est effectivement Edgar Wright, c'est vraiment un cinéaste qui est extrêmement intéressant pour son montage, la qualité, voilà, ses collaborateurs au montage. Il a deux collaborateurs qui sont quasiment ceux qui ont monté tous ses films. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un sens du rythme, du montage, de l'inventivité, effectivement, y compris du gag par le montage, qui est extrêmement forte. Moi, je trouve que c'est presque une des petite limite en fait de Last Night in Soho, c'est que je trouve que ce qui fonctionne très très bien sur l'action et ce qui fonctionne encore mieux sur la comédie a parfois un peu du mal à fonctionner sur l'horreur pure. Je trouve que effectivement parfois c'est quand même effectivement un cinéaste qui se découpe, voire qui surdécoupe ses films. Et effectivement, alors il y a effectivement des choses extrêmement impressionnantes, extrêmement léchées, extrêmement belles, voilà, il y a aucun problème. Mais c'est vrai que notamment dans les scènes finales, on va pas trop révéler ni spoiler, mais effectivement, moi je trouve que dans les scènes finales où on sent qu'il devrait y avoir cette espèce de petit surplus de tension, c'est parfois peut-être un peu ce qui manque dans le film. Et effectivement, et sur Running Man, moi j'ai les premières images donnent plutôt envie, en tout cas celles que j'ai vues. Mais effectivement, moi j'ai un petit doute sur le fait que Edgar Wright, ça soit effectivement un garçon qui soit dans le ton de l'adaptation du roman de Stephen King, qui est quand même un roman assez vénère, assez méchant. Edgar Wright, c'est quand même un cinéaste plutôt léger, et léché aussi d'ailleurs. Enfin, c'est une image assez léchée, mais donc effectivement, peut-être que ça va être un basculement dans sa carrière pour quelque chose de plus sombre et de plus frontal, on va dire. Mais en tout cas, je suis plutôt curieux de voir le film et je suis plutôt curieux de revoir Last Night in Soho. Oui, Lazare. Ça veut dire qu'il a 3 films qui font la bascule. Baby Driver, Last Night in Soho. Non, je pense que la bascule elle est déjà globalement entamée. Moi je trouve que Baby Driver c'est presque un aboutissement de ces films. C'est-à-dire que c'est l'espèce de pop film ultime. C'est-à-dire effectivement de la musique cool, des courses de voitures. Une histoire qui est quand même pas folle. Il reste finalement presque que ça en fait. Effectivement au ton américain, c'est quand même un film, moi je trouve un peu creux, Baby Driver, quand on le regarde. C'est extrêmement jouissif et fun et pop, mais ça dégueule de coolitude quand même. Voilà, je trouve qu'effectivement si aujourd'hui ça serait plutôt Last Night in Soho, où effectivement il va vers quelque chose de plus sombre, de moins distant aussi. C'est quand même aussi un cinéaste qui, effectivement, Shaun of the Dead, c'est vraiment de la parole, enfin c'est du pastiche, c'est à la fois du pastiche, à la fois un peu de l'horreur. On est vraiment entre les deux. Dans Last Night in Soho, on plonge vraiment dans l'horreur. Et puis notamment où je trouve qu'avec Last Night in Soho, où il y a vraiment une vraie scission,
c'est là où c'était des références plus pop dans ses films précédents, George Romero et compagnie. Là, c'est vrai que le cinéaste, la ref qui nous saute au visage, c'est Henri-Georges Clouzot avec son film L'Enfer, qui est carrément cité. Enfin, les extraits de ce film qui n'a pas pu se faire, vraiment, il les cite dans plein de séquences de ce film et il les cite très intelligemment. Non, j'avais pas du tout effectivement la ref. Et c'est une ref avérée ou pas Oui. Non, mais c'est un. Oui, Source, achète-toi des yeux. Non, je déconne. Oh, wow. Non, mais je te conseille vraiment de regarder les quelques shoots qu'on a de Romy Schneider dans L'Enfer. Oui, j'ai vu. Et du coup, il y a vraiment des plans. Non, enfin, moi, quand j'avais j'ai pas vu fait ça, le j'étais en parallèle. mode. Parce que c'était au même moment où je me faisais tous les Henri-Georges Clouzot, j'ai fait ah. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette bascule d'influence. Effectivement, c'était un cinéaste très encore une fois, très référentiel et très années 80. Là, les références, c'est effectivement plutôt Clouzot, c'est Hitchcock, c'est d'une manière un peu plus générale le Giallo, Argento, etc. Qui revient beaucoup, qui est aussi un genre qui a aussi un peu creusé le swinging London des années 60. Donc c'est il y a effectivement un changement un petit peu de point de vue, en tout cas de type de référence pour Edgar Wright. Oui, Lazare. Et je sais pas si vous avez l'info, mais est-ce qu'ils se font la gueule avec Nick Frost et Simon Pegg? Parce que du coup, il y a un autre tournant à ce niveau-là, c'est qu'ensuite, ces acteurs-là, où ils ont quand même fait 3 films ensemble, on les a plus du tout. Et ce côté entre copains qu'il y avait dans la trilogie du Cornetto, du coup, tu l'as. C'est aussi bien, c'est qu'ils s'ouvrent à d'autres. Même plus que cela, j'ai envie de te dire, c'est Nick Frost. Je pense qu'ils sont embrouillés. Nick Frost et Simon Pegg aussi, qui ne jouent plus ensemble. Si tu regardes bien, parce qu'avant ils avaient quand même fait Paul aussi. Oui. Auparavant, c'était un duo comique aussi qui était connu parce qu'il y avait la série. En effet, sur Prime, ils avaient fait une série où Nick Frost est chasseur de fantômes et il y a un caméo de Simon Pegg dedans, qui était une série pas terrible. Oui, voilà. Ghost Seeker, je crois que ça s'appelait. Oui, c'est ça. Mais encore auparavant, il y avait aussi la série d'Edgar Wright, il me semble. Space. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on les voit plus les deux jouer ensemble, donc peut-être que c'est entre eux et en réalité, je sais pas s'ils sont. On va pas faire du gossip. Si. Je sais c'est pour pas ça qu'il va aux États-Unis, c'est parce qu'il peut plus les voir et il fallait qu'ils prennent de l'air. C'est une belle analyse, ça. C'est la vraie différence. C'est-à-dire que je sais pas s'ils sont fâchés, s'ils continuent à bouffer ensemble ou pas. Mais effectivement, Simon Pegg aujourd'hui, il a une carrière américaine. Oui. Il produit des choses aux États-Unis, il joue aux États-Unis chez J.J. Abrams, c'est lui qui fait The Boys, qui coproduit The Boys, il est dedans. Et effectivement, Nick Frost et Edgar Wright sont restés entre guillemets, même si de temps en temps ils vont passer des petites têtes outre-Atlantique. Ils sont plutôt restés en Angleterre. Harry Potter pour Nick Frost. Tout à fait. Qui arrive. Eh bien écoutez, si vous souhaitez découvrir donc Last Night in Soho d'Edgar Wright, c'est le 1er août donc au Summer Luxe à 21h. Lazare, tu voulais aussi présenter les autres dates puisqu'on arrive sur la deuxième partie du Summer Luxe, les 4 derniers films. Oui, merci Benjamin de me laisser la parole pour cette chronique tant attendue. La semaine prochaine, ce sera le classique le classique de la sélection Summer Luxe. Avec 8,5 de Federico Fellini, je sais pas où je vais là. Ensuite, le 15 août, Le vent se lève de Miyazaki. 22 août, non, là je me serais pas permis. Mais essaye toi aussi, non, on n'en a pas envie de voir ça. Et ensuite, le 22 août, on a Les Griffes de la nuit. Et puis on termine en beauté avec Matrix des Wachowski. Pour rappel, parce que je ne l'ai pas dit aux précédentes émissions, mais c'est tous les vendredis à 21h. Tout à fait, évidemment, c'est précisé à chaque fois. Eh bien, merci à vous pour cette analyse. On se retrouve la semaine prochaine pour une pastille On n'est pas filmé Summer Luxe.